Acclamations et félicitations résonnèrent dans la somptueuse salle de bal, et à cet instant précis, un soldat apparut, tenant un enfant par la main. Toutes les têtes se tournèrent instantanément, non pas parce qu'il était en uniforme, mais parce que la mariée qui se mariait aujourd'hui était son ex-femme. Jake Miller franchit les portes vitrées de la salle de mariage du Hilton Royal. Son costume était fraîchement repassé, ses médailles brillaient sous les lustres, mais son visage exprimait un calme étrange. À ses côtés, Noah, 8 ans, portait un costume sombre et serrait contre lui un grand cadre photo soigneusement emballé. Jake marqua une pause en voyant les centaines d'yeux braqués sur lui. Il posa une main ferme sur l'épaule de son fils et hocha doucement la tête. « Allons-y, Noah. Ta mère est devant. » Personne ne vint les accueillir. Personne ne leur proposa de les guider. Ils descendirent seuls l'allée, parsemée de pétales de roses fraîches destinées aux mariés, et non à un marine oublié et à son enfant. Au bout de l'allée, Emily, la mariée, se tenait souriante dans une robe blanche éclatante, posant pour des photos avec le marié, Richard Dawson. Mais dès qu'elle vit Jake et Noah entrer, son visage se figea. Jake s'arrêta à quelques pas. Il dit doucement, Noah voulait juste offrir un cadeau à sa mère. On partira juste après. Emily garda son sourire artificiel, mais sa voix était sèche et glaciale. Tu n'as aucun droit d'être ici, Jake. Aujourd'hui, ce n'est pas à toi. Jake hocha calmement la tête. Je sais, mais Noah n'a pas dormi de la semaine à reconstituer cette photo. Ce n'est pas à propos de moi. C'est juste un enfant qui veut que sa mère voie quelque chose. Noah s'avança, les deux mains tendant la photo encadrée vers sa mère. Maman, j'ai reconstitué notre photo de famille. Même si tu n'y es plus, je... Emily l'interrompit d'un geste brusque de la main. Ça suffit. Elle saisit le cadre, y jeta à peine un coup d'œil, puis le jeta sur le sol en marbre. Le bruit du verre brisé était plus aigu que la musique de fond. Et comme si cela ne suffisait pas, Emily marcha froidement sur la photo. J'ai enterré cette partie de ma vie. C'est toi que j'ai le plus essayé d'oublier. Et n'utilise pas notre fils pour susciter la pitié. Jake, tu es pathétique. Le silence s'installa dans la salle de bal. Tous les murmures s'évanouirent. Personne ne se leva. Personne ne prit sa défense. Des visages parfaitement maquillés détournèrent le regard ou fixèrent le sol. Noah fondit en larmes, le visage rouge, essayant de se retenir, mais sans succès. Jake s'agenouilla sans dire un mot. Il ramassa chaque éclat de verre, chaque morceau déchiré de la photo. L'un représentait son propre visage. Un autre représentait Noah tout petit, et un autre encore Emily, le jour du premier anniversaire de leur fils. Personne n'a proposé de mouchoir. Personne n'a parlé. Jake se leva et prit son fils dans ses bras. Tout va bien, Noah. Je suis là. Richard observait la scène en silence. Ses yeux clignaient, mais il tenait toujours la main d'Emily comme s'il faisait comme si de rien n'était. Emily rejeta ses cheveux en arrière, lissa sa robe de mariée et retourna sur scène. Toutes mes excuses pour ce petit contretemps. Le mariage aura lieu comme prévu. Le MC semblait incertain, mais par habitude, il rendit le micro à Emily. Soudain, Noé s'avança. Personne ne l'arrêta. Personne n'en avait l'occasion. Le garçon leva la main, tremblant, tandis qu'il prenait le micro des mains de l'animateur, figé sur place. Le micro faisait presque 2 fois la taille de sa petite main, mais Noah le serrait fermement, refusant de le lâcher. La moitié de la pièce était figée. Jake s'apprêtait à avancer, mais s'arrêta non pas par crainte de protéger son fils, mais parce que le regard de Noah n'était pas celui d'un enfant effrayé. C'était celui de quelqu'un qui souffrait depuis longtemps et qui allait enfin dire une vérité inattendue. Le garçon prit une profonde inspiration. Sa voix était rauque mais assurée. Maman n'est pas venue à l'hôpital quand j'avais de la fièvre. Maman n'a pas lu mes lettres. Maman n'a pas répondu quand je lui ai dit qu'elle me manquait. Personne n'a bougé. Mais papa, oui. Même s'il n'est pas riche. Même s'il n'a que 3 chemises, il ne m'a jamais oublié. Emily chancela. Richard lâcha sa main. Le maître de cérémonie resta figé, et la salle entière des élégants invités de Richard au personnel de l'hôtel se tut. Ce n'était plus le silence de la politesse. C'était le silence d'une gifle invisible. Noah baissa la tête, rendit le micro au présentateur, puis se tourna vers Jake. Il ne dit plus un mot. Il passa simplement ses bras autour du cou de son père.
Jake prit Noah dans ses bras et s'éloigna silencieusement. À chacun de ses pas, personne ne tentait de l'arrêter. Personne ne prononça un mot, mais tous les regards le suivaient, comme s'ils étaient témoins de quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à saisir pleinement. Et lorsque les portes de la salle de bal se sont fermées derrière eux, le silence est resté. Emily a soudainement crié « Attendez !» Mais c'était trop tard. Quelques heures seulement après le mariage, une vidéo divulguée a tout changé. Richard resta figé sur la scène. La musique de fond avait changé de mélodie, mais dans son esprit, le son s'était arrêté au moment même où le garçon avait dit « Papa ne m'a jamais oublié ». Sans même s'en rendre compte, la main de Richard glissa de celle d'Emily. Le froid de ses doigts persistait, mais il ne retrouva pas la lucidité. Son regard se posa sur un petit objet à ses pieds, un morceau cassé du cadre photo qu'Emily venait de jeter. Personne ne remarqua ce qu'il faisait. Les invités continuaient à chuchoter entre eux, le maître de cérémonie cherchant ses mots pour détendre l'atmosphère. Emily, toujours aussi raffinée, était instinctivement revenue sur scène, avait arrangé ses cheveux et sourit aux caméras. Richard se pencha et ramassa le fragment. Il contenait une partie du visage de Jake, flou, mais au sourire indéniable. À côté de lui se trouvait la moitié du visage de Noah, un chapeau d'anniversaire en papier lui couvrant le front, et derrière eux, un simple gâteau d'anniversaire posé sur une petite table. Il retourna la photo. Au dos, à l'encre bleue et d'une écriture d'enfant, on pouvait lire « Anniversaire de maman, Noah, 6 ans ». Il resserra son emprise autour de la photo, restant immobile. Quelque chose en lui commença à lui faire mal, pas vraiment de la douleur, mais une sorte de malaise. Et cela ne venait pas de ce que Jake avait fait. Cela vient de la réaction d'Emily. Durant les 4 mois de préparatifs du mariage, Emily avait soigneusement évité toute conversation concernant son fils. Elle avait dit que le garçon vivait chez ses grands-parents, qu'il ne s'entendait pas avec Richard, qu'il ne fallait pas mélanger le passé et le présent. À l'époque, il ne l'a pas pressé. Mais maintenant, après les paroles de Noah, la photo cassée et l'éclair de fureur dans les yeux d'Emily, il savait qu'il devait aller au fond des choses. Pas pour Jake, ni même pour le garçon, mais pour lui-même, pour l'homme qui avait choisi d'épouser une femme qui cachait clairement quelque chose. Il se détourna de la scène et sortit son téléphone. Quand Alex, son fidèle assistant, répondit à l'autre bout du fil, Richard baissa la voix. « Alex, j'ai besoin d'un service, dit-il doucement. Personne ne doit le savoir, surtout pas les autorités judiciaires. Renseigne-toi sur un enfant nommé Noah Miller, âgé d'environ 8 ans. Je veux son dossier hospitalier, son dossier scolaire, son historique de résidence, et savoir qui a été son tuteur légal ces 2 dernières années. » Alex hésita un bref instant mais ne posa pas de questions. Il a simplement répondu « Oui, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. » Richard raccrocha et retourna dans la salle de bal. Emily levait son verre pour porter un toast, souriant joyeusement tout en discutant avec un journaliste. Quand leurs regards se sont croisés, elle a souri comme si de rien n'était. Mais Richard ne lui sourit pas en retour. Il a vu clair dans son jeu. Et pour la première fois de sa vie, la femme qu'il s'apprêtait à appeler sa femme se sentait comme une étrangère. Lorsque le micro siffla lorsque Noah le prit, Richard resserra involontairement sa prise sur la coudoir. « Tu n'as pas lu mes lettres. Tu n'es pas venu quand j'avais de la fièvre. » Il mit la vidéo sur pause à l'instant précis où Noah baissait la tête et entourait Jake de ses bras. Les yeux du garçon étaient fermés, et un instant plus tard, le regard d'Emily se tourna vers la foule, comme si elle voulait se détacher de tout cela. Richard se mordit la lèvre en pensant, que fait une mère quand son enfant pleure? Le lendemain, dans un bureau du 25e étage, Alex déposa un dossier sur le bureau, la voix tendue. « Je l'ai trouvé. Et il y a quelques éléments que vous voudrez voir immédiatement. » Richard l'ouvrit, dossier médical. Noah Miller admis aux urgences pour une forte fièvre depuis 3 jours. Le tuteur ayant signé le formulaire d'admission était son grand-père maternel. La mère n'était pas présente. Mention au dossier, dossier scolaire, inscription à l'école élémentaire Saint-Edmin, située à plus de 120 km du domicile actuel d'Emily. La personne à contacter en cas d'urgence était sa grand-mère paternelle. Richard se renversa dans son fauteuil, les poings serrés. Dans sa tête, une des vieilles promesses d'Emily résonnait, « Ne t'inquiète pas. Mon passé est peut-être chaotique, mais s'il y a une chose pour laquelle j'ai toujours excellé, c'est être mère. » Mais les documents qu'il avait en main racontaient une toute autre histoire. Elle n'avait jamais vécu avec son enfant, ne l'avait jamais emmené à l'hôpital,
ne l'avait jamais inscrit à l'école, n'avait rien fait d'autre que parler de lui comme s'il était la preuve de son intégrité morale. Richard se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le flot de voitures en contrebas. Une part de lui voulait lâcher prise, passer à autre chose. Mais une autre part, celle qui prenait de plus en plus de force, voulait aller jusqu'au bout. Tard dans la nuit, Émilie franchit la porte. La robe de mariée avait disparu, remplacée par une élégante robe en satin blanc qui moulait sa silhouette. Elle sourit, s'efforçant de garder un ton léger. Aujourd'hui, c'était un peu chaotique, non? Mais la couverture médiatique tient toujours, non? J'ai entendu dire par les relations publiques que c'était juste un effet de surprise. Richard ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur le cadre photo posé sur la table, une photo de Noah prise lors de son anniversaire, raccommodée avec un morceau de ruban adhésif. Émilie leur versa du vin à tous les deux et posa son verre devant lui. « Jake, il ne sait vraiment pas quand s'arrêter, n'est-ce pas? Après toutes ces années, il essaie toujours de s'immiscer dans ma vie. Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Le garçon a compris l'attitude de son père. Que des reproches et des sermons depuis qu'il est petit. Richard intervint, calme mais clair. « Tu as dit que tu l'élevais seul depuis 2 ans. » Émilie hocha la tête sans ciller. « Oui. Personne ne m'a aidé. J'ai dû tout porter toute seule. Alors pourquoi ton nom ne figure-t-il sur aucun dossier d'hôpital, formulaire scolaire et document d'urgence ?» Émilie se figea. Son regard s'assombrit. La main qui tenait son verre de vin trembla légèrement. « Vous avez enquêté sur moi ? Numéro. J'avais juste besoin de savoir si je vivais avec quelqu'un qui disait la vérité. » Émilie resta silencieuse un instant, puis émit un rire faible et amer. « Tu laisses Jake te perturber. Tu laisses un homme qui a abandonné sa propre fille te guider. » Non. Richard se leva, baissant la voix. « Je n'écoute personne. Mais j'ai vu un enfant se tenir devant une salle de mariage entière juste pour offrir une photo à sa mère. Et il n'a reçu en retour qu'un silence glacial. Je croyais te connaître, Émilie, mais maintenant je ne suis même plus sûr que tu te connaisses toi-même. » Émilie ne dit rien. Elle se détourna, mais juste avant d'atteindre la chambre, il lui demanda « As-tu jamais aimé ton fils ?» Pour la première fois, Émilie ne répondit pas. Elle ferma simplement la porte très doucement. Le silence retomba dans l'appartement. Richard resta à table, les yeux fixés sur le verre de vin intact et la photo déchirée qu'il tenait encore à la main. Une part de lui murmurait qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond en Émilie qu'il n'avait pas encore vu. Mais l'autre part plus forte, plus claire savait une chose avec certitude, il était temps d'arrêter de détourner le regard. Le lendemain matin, à quelques pâtés de maison de là, dans un petit appartement en location temporaire, Jake était assis à une vieille table à manger. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux délavés, projetant une douce lueur sur sa joue. À côté de lui, Noah coloriait tranquillement, intensément, comme si tout son univers résidait dans ce dessin inachevé. Le téléphone vibra. Jake jeta un coup d'œil à l'écran. « Claire, répondit-il. »« J'ai regardé la vidéo, Jake, » dit Claire d'une voix calme mais ferme. « Personne ne devrait subir ça, surtout pas un enfant. Tu as parfaitement le droit de porter plainte, et je te soutiendrai. » Jake ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur la petite main de Noah, dessinant délicatement les derniers traits. Une maison simple prit forme. Un père, un fils et une mère se tenaient au loin, leurs contours flous comme de la brume. Jake repoussa les cheveux de Noah en arrière, silencieux. Mais à l'intérieur, quelque chose bougea au clair et urgent, comme une sirène résonnant doucement au plus profond de sa poitrine. « Si je n'agis pas, mon fils sera à nouveau oublié. Si vous étiez à la place de Jake, que feriez-vous » Jake était assis seul à la table à manger usé, ses doigts parcourant le bord du dossier que Claire avait laissé derrière elle avant de partir. Ils avaient discuté pendant près de 2 heures des exigences légales, des preuves à rassembler, de la procédure de demande de garde et des risques qui en découlaient. Claire était prudente, mais il était clair qu'elle croyait en Jake. Jake, en revanche, n'en était pas si sûr, non pas parce qu'il avait peur de perdre, mais parce qu'il n'était toujours pas convaincu qu'il méritait d'être père, du moins pas sur le papier. Sur la table, une vieille enveloppe glissa du classeur et atterrit doucement sur le sol. Jake se pencha pour la ramasser, avec l'intention de la ranger avec les autres, mais son regard remarqua quelque chose. Sur le bord de l'enveloppe, écrit en traits tordus à l'encre bleue, se trouvaient les mots « à maman » de la part de Noah. L'écriture était maladroite,
les lignes obliques et incertaines. Jake ne savait pas pourquoi, mais son cœur fit un bond. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. À l'intérieur se trouvaient quelques lignes écrites par Noah simples et innocentes, mais plus lourdes que n'importe quelle sentence judiciaire que Jake avait jamais entendue. J'ai de la fièvre depuis 3 jours. Grand-mère m'a dit, maman est occupée. Je vais bien, mais tu me manques. Tu me manques beaucoup. En dessous, dans une encre tachée qui semblait avoir été touchée par l'eau, il y avait une autre ligne, maman, même si je ne te manque pas, je t'attendrai quand même. Jake plia la lettre, mais ne la lâcha pas. Sa gorge était sèche et amère. Il prit une grande inspiration, puis se leva et se dirigea vers le salon où la petite télévision fonctionnait encore. À ce moment-là, le journal télévisé du soir rediffusait un extrait du mariage. L'écran s'illuminait, affichant l'image d'Emily dans sa robe de mariée, radieuse et rayonnante. Elle était assise à côté de Richard, souriant chaleureusement au journaliste, comme si le chagrin ne l'avait jamais touché. Jake s'est figé. La voix d'Emily résonnait clairement. J'étais mère célibataire, sans personne à mes côtés. J'ai élevé mon fils seul pendant 8 ans. Je faisais tout, du changement de couche aux nuits blanches quand il avait de la fièvre. Je me suis promis qu'un jour, je serais aimé, que quelqu'un verrait enfin que j'en valais la peine. Jake ne dit rien, mais son regard s'assombrit. Il s'en souvenait parfaitement, 2 ans auparavant, lorsqu'il avait reçu l'ordre de déploiement du ministère de la Défense. Il n'avait pas hésité. Une base d'entraînement confidentielle en Europe, une mission de 2 ans, aucun contact autorisé pendant la mission. Emily le savait. C'est elle qui avait signé le formulaire de consentement familial officiel acceptant les conditions du déploiement. Il avait emporté avec lui la lettre de Noé, accompagnée d'une promesse de revenir et de la conviction qu'au moins sa famille l'attendrait. Mais tout avait changé avant même qu'il ait eu la chance de revenir. Le jour de son retour, son enfant n'a pas ri et la clé de la vieille maison avait disparu. À sa place, une lettre de divorce a été laissée sur le sol d'un appartement vide. Quelques mois plus tard, une invitation de mariage est arrivée, envoyée à l'adresse même qu'il avait enregistrée comme étant leur domicile familial. Aucune explication, aucun message, aucun appel téléphonique, juste son nom effacé de leur vie comme une épine trop gênante pour être gardée. Et maintenant, alors qu'elle était assise dans un studio d'enregistrement, drapée dans une robe de mariée blanche immaculée, la tête haute, racontant son parcours de 8 ans en tant que mère célibataire, Jake avait l'impression d'être utilisé comme toile de fond pour un triomphe fabriqué. Il éteignit la télévision et entra dans la chambre de Noah. La douce lueur jaune de la veilleuse éclairait un petit bureau où quelques dessins au crayon étaient éparpillés. L'un d'eux représentait 3 personnages, papa, Noé, et à côté d'eux un espace vide avec une étiquette indiquant « Voici maman si elle revient ». Jake s'assit et passa doucement sa main sur le dessin. De sa poche, il sortit une vieille photo la même sur laquelle Emily avait marché l'autre jour. Elle avait été recollée avec du ruban adhésif transparent. La photo était fissurée, mais les yeux de Noah souriaient toujours, debout entre ses parents. Laissant la photo de côté, son regard se posa sur une petite boîte en bois près du bureau, au milieu d'une pile de lettres non ouvertes, soigneusement rangées. Il n'avait pas prévu de les lire, mais sa main bougea d'elle-même. Une lettre, puis une autre. Maman, j'ai eu une note parfaite aujourd'hui. Je voulais te montrer, mais grand-mère a dit que tu étais trop occupée. Maman, je vais bien. Juste un petit mal de gorge. Mais tu me manques tellement que ça fait mal. La mère de mon ami l'a emmené en sortie scolaire. Je voulais y aller aussi. Mais je n'ai pas osé le dire à grand-mère. Jake posa les lettres. Il eut l'impression qu'on lui enfonçait une lourde pierre dans la poitrine. Il avait cru autrefois qu'Emily était simplement négligente, mais il comprenait maintenant, ce n'était pas de la négligence. C'était une décision. Une cruauté délibérée et calculée. Il retourna à son bureau pour trier des documents lorsqu'il remarqua quelque chose caché dans le dossier oublié de Claire, un relevé bancaire. Un nom d'entreprise étrange apparaissait mois après mois, déposant de l'argent sur le compte d'Emily. La description se résumait à 3 mots, frais de remboursement des frais de garde d'enfants. Jake se figea. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Ainsi, ces 2 dernières années, notre enfant n'était plus un fardeau pour elle. Il était une source de revenus récurrente. Juste à ce moment-là, son téléphone s'est allumé avec un message d'un ancien camarade de l'armée. Jake, tu dois lire l'interview complète d'Emily dans Women's Life. Elle a dit, tu as abandonné ton enfant. Tu as disparu sans un mot.
Jake expira lentement. Ce silence n'était plus de la patience. C'était un serment tacite. Il ne permettrait pas que son fils soit utilisé au plus jamais et il ne permettrait pas que la vérité soit déformée davantage. Il serra les poings, les yeux rivés sur le dessin de famille inachevé. Demain soir, il rencontrerait Claire, mais pas pour envisager une action en justice, mais pour lancer une contre-attaque où son fils n'aurait plus à souffrir en silence. La matinée en banlieue se passa tranquillement, mais pas pour Jake. Il s'était levé tôt, non pas par vieille habitude militaire, mais parce que son esprit n'avait jamais vraiment trouvé le repos. Dans sa tête, les lettres de Noah, cette interview télévisée et le relevé bancaire que Claire avait accidentellement oublié tournoyaient comme les pièces fragmentées d'un puzzle trompeur qu'Emily s'était donné tant de mal pour reconstituer. Noah dormait encore profondément. Jake tira doucement la couverture sur l'épaule de son fils, puis sortit, vêtu d'une chemise blanche fraîchement repassée. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus l'impression de sortir la tête basse. Il se lançait dans une bataille pour la seule chose qui comptait encore, la vérité. Claire était assise à un petit café au coin de la rue, son ordinateur portable ouvert, les yeux scrutant ses notes numériques avec une concentration silencieuse. Lorsque Jake entra, elle leva les yeux et remarqua immédiatement que l'homme debout devant elle n'était plus le soldat brisé et humilié au mariage. C'était un père devenu protecteur. « Jake, dit doucement Claire. Je ne t'ai jamais vu comme ça. » Jake tira une chaise, s'assit et déposa un dossier devant elle. « J'ai besoin de ton aide pour enquêter. Pas pour me venger, mais pour prouver que je mérite d'être père. » Claire ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées des lettres de Noah, ainsi qu'une liste des admissions du garçon à l'hôpital, des dates soigneusement notées par sa grand-mère, chacune correspondant aux heures exactes de publication des photos de vacances, des visites au spa et des événements sociaux d'Emily. Un flot de données froid, mais d'une clarté douloureuse. Claire les parcourut du regard, les lèvres pincées. Ça pourrait tout changer. Jake hocha la tête. Tu as dit qu'Emily prétendait que j'étais parti 2 ans. Eh bien, maintenant je suis prêt à dire la vérité. Je n'étais pas parti. J'ai été affecté par le ministère de la Défense à une base d'entraînement sécurisée en Europe. Aucune communication externe n'était autorisée. Mais elle était au courant. Elle a signé le formulaire de confirmation. J'en ai une copie. Claire marqua une pause. Tu es sérieux? Jake fouilla dans la poche de sa chemise et en sortit un fax délavé, un formulaire de confirmation portant la signature d'Emily. Juste en dessous, le sceau rouge de l'unité d'entraînement spécial. Claire le fixa, les yeux écarquillés. Elle a donc construit l'image d'une mère célibataire pour les médias afin de cacher le fait qu'elle n'a jamais vraiment essayé de contacter son fils. La voix de Jake baissa. Ce n'est pas tout. Je veux me renseigner sur les flux financiers d'une entreprise appelée TAC. Je l'ai vu sur le relevé. Je crois qu'il s'agit d'un programme gouvernemental qui verse des subventions pour la garde d'enfants aux mères célibataires en difficulté, mais Emily en bénéficie tout en déclarant ne même pas vivre avec son enfant. Claire a immédiatement ouvert son ordinateur portable et a commencé ses recherches. En quelques minutes, elle a trouvé la page d'information interne de l'organisation. La voici. Cas particulier. La mère reçoit $1 800 par mois. Et dans le dossier, elle prétend être la principale responsable de l'enfant. Aucune mention de la grand-mère. Aucune mention du fait que Noah vit ailleurs. Jake serra les poings, la voix tremblant presque à force de se calmer. Elle ne l'a pas élevé. Elle a juste pris l'argent pour se présenter comme une mère parfaite dans les médias. C'est une mise en scène. Claire expira lentement, tapa quelques notes finales, puis ferma l'ordinateur. Nous avons de quoi porter plainte pas seulement pour la garde des enfants, mais aussi pour fraude financière et fausses déclarations volontaires à des fins personnelles. Jake hocha la tête. Mais je ne veux pas que Noah soit mêlé à ça. Si possible, je préférerais parler d'abord à Richard. Claire haussa un sourcil. Tu crois qu'il va écouter? Jake regarda par la fenêtre. S'il lui reste une once de décence, il le fera. Cet après-midi-là, à l'agence d'Orson Realty, un grand immeuble de verre au cœur de la ville, Jake arriva sans prévenir. Son uniforme n'était pas neuf, mais il était impeccablement repassé. Il entra dans le hall comme un homme qui savait exactement pourquoi il était là et où il allait. La jeune réceptionniste leva les yeux, prête à refuser l'entrée, mais avant qu'elle puisse parler, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Richard Ellis sortit d'un étage de réunion.
Il se figea une fraction de seconde en voyant Jake, le visage crispé. Mais après un rapide coup d'œil, il hocha la tête. Salle de conférence, 3e étage. J'ai 10 minutes. La pièce était fermée par une vitre sans teint. La lumière de fin d'après-midi filtrait depuis le bâtiment d'en face, projetant de longues lignes sur la table. Richard était assis en face de Jake, les mains jointes, la posture droite, comme s'il était encore en pleine négociation. « Si vous êtes ici pour l'audience à venir, » dit Richard d'une voix glaciale, « je vous suggère de laisser les avocats s'en charger. Je n'ai aucune raison de vous croire ou de vous donner raison. » Jake ne broncha pas. Il posa une fine lime sur la table, maintenue par un simple élastique. Il ne dit rien, la glissa simplement vers Richard. Il s'agissait de copies du dossier médical de Noah, d'images de vidéosurveillance de l'hôpital, de lettres de ses grands-parents et de quelques lettres que le garçon avait écrites à sa mère. Richard ouvrit le dossier. Il en feuilleta les pages. Au début, son visage resta indifférent. Puis vint la première lettre, une écriture maladroite, une voix d'enfant, « Maman, j'avais de la fièvre aujourd'hui. Papa a appelé, mais tu n'as pas répondu. » Et la main de Richard se resserra involontairement. Puis vint la deuxième lettre, où Noah avait dessiné un gâteau d'anniversaire avec 3 chaises, une pour maman, une pour papa et une pour lui. Le regard de Richard s'arrêta là, son doigt traçant délicatement le contour du crayon violet. La pièce semblait figée. Jake resta assis sans bouger. Il n'insista pas. Il ne supplia pas. Il dit simplement une phrase, claire et calme, « Je ne réclame pas mon ex-femme. Je n'ai pas besoin de votre compassion. Je veux juste que mon fils sache qu'il aime vraiment. » Pour la première fois, Richard regarda Jake dans les yeux pendant plus de 10 secondes. Pas de mépris, juste un silence. Finalement, il posa la main sur le dossier et dit doucement, « Si ce que tu m'as donné est vrai, alors j'ai été aussi trompé que toi. » Jake se leva, d'un ton ferme. « Je te laisse les copies. À toi de voir. Mais si tu es encore un homme, regarde ce garçon de tes propres yeux. » Il sortit sans se retourner. 3 heures plus tard, le vieux téléphone de Jake vibra. Un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. Il répondit. À l'autre bout du fil, la voix de Richard résonna, basse mais ferme, « J'ai besoin de te parler. Il y a des choses que tu aurais dû savoir il y a longtemps, je pense. » Richard n'a pas proposé à Jake de le rencontrer au bureau. Il lui a plutôt envoyé l'adresse d'un appartement en hauteur, l'appartement qu'il venait de louer pour s'évader quelques jours, selon son message. Quand Jake arriva, la porte était déjà ouverte. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une bouteille de whisky à moitié vide et un costume de mariage drapé sur la coudoir d'un canapé. Richard était assis en silence près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'obscurité extérieure. Il ne regarda pas Jake en parlant. « Vous savez, je croyais qu'elle était la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, une mère célibataire qui avait survécu à un mariage raté et élevé son enfant avec fierté, rien que de ses propres mains. C'est pour ça que je l'aimais. » Jake resta immobile. Il ne m'interrompit pas. Mais tout ce que je savais venait de sa bouche. Tout ce que je croyais venait des photos, des articles, des interviews où elle les mettait en scène. Richard a finalement tourné la tête, le regard lourd de désillusion. Personne ne m'avait dit que cet enfant vivait chez ses grands-parents depuis 2 ans. Personne ne m'a dit qu'elle n'était jamais allée à l'hôpital, qu'elle n'avait jamais lu une seule lettre de son fils, qu'elle n'avait même pas versé une seule larme. Jake hocha légèrement la tête. Je sais, mais je ne suis pas là pour te culpabiliser. Je ne veux juste pas que tu l'aides à continuer de mentir. Richard fouilla dans sa veste et en sortit une clé USB. Je l'ai récupérée sur l'ordinateur d'Emily. Tu en auras peut-être besoin. Jake l'a pris en silence. Même un simple merci lui semblait insuffisant. Richard se leva, se versa un autre verre et dit, d'une voix plus basse maintenant, « Je ne témoignerai pour personne, mais si le tribunal me le demande, je dirai la vérité. » En quittant l'appartement, Jake descendit rapidement l'escalier froid et en béton. Pour la première fois, il sentit une alliance fragile se former, non pas par haine, mais pour le bien d'un enfant qui méritait justice. Ce soir-là, à la maison, Jake et Claire branchèrent la clé USB. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enregistrements audio de conversation entre Emily et son assistante. La voix d'Emily résonna clairement, « Dites simplement aux médias que c'est moi qui élève l'enfant. Personne ne vérifie. Il est avec sa grand-mère. Franchement, c'est encore mieux. Moins de tracas. » Claire interrompit l'enregistrement, le poing serré. «
Si c'est vrai, nous avons de quoi poursuivre Émilie pour fraude publique sur les plateformes médiatiques et pour perception illégale de prestations sociales. Jake ne dit rien. Son regard se porta vers la chambre de Noah. La pièce était silencieuse, une douce veilleuse brillait sous l'encadrement de la porte. « Sommes-nous prêts pour cela » a-t-il demandé. Claire répondit fermement, « Je dépose mon dossier lundi, mais avant cela, je veux qu'Émilie sache que chaque secret qu'elle a enfoui est divulgué, une goutte à la fois. » Le lendemain matin, Émilie reçut une enveloppe express. À l'intérieur se trouvaient des copies des preuves, des photographies, des enregistrements et une lettre numérisée de Noah, toujours non ouverte. En haut de la première page, de la main de Jake, on pouvait lire « J'ai été silencieux assez longtemps, Jake. » Émilie s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes agrippant le bord de la table. Derrière elle, à la télévision, un reportage diffusait des accusations contre une mère célibataire accusée de percevoir des allocations sans élever son enfant. Elle se tourna vers l'escalier au moment où Richard descendait. Son visage était inexpressif, froid. « Que as-tu fait » demanda-t-elle, la panique montant dans sa voix. Richard ne répondit pas. Il déposa simplement une convention de séparation sur la table. Émilie hurla de désespoir, mais cette fois, personne n'était de son côté. L'horloge murale du couloir du 3e étage du palais de justice du comté de Franklin avait 10 minutes de retard. Personne ne dit un mot pendant les 5 premières minutes. On n'entendait que le bruit des stylos griffonnant des notes et le léger bruit du marteau dans la main d'un jeune commis. Jake était assis au premier rang, une chemise blanche impeccable, une cravate soigneusement nouée, non pas pour impressionner, mais pour montrer qu'il était prêt. De l'autre côté de l'allée, Émilie portait une robe beige pâle, assise droite à côté de son avocate, une femme aux cheveux argentés bien connue pour défendre l'image publique des mères célibataires dans les médias. Richard n'était pas avec elle. Un maquillage épais couvrait les ombres profondes sous les yeux sans sommeil d'Émilie, mais son visage restait rigide, essayant de paraître composé. Claire s'assit à côté de Jake, rangeant soigneusement des piles de documents, la lettre manuscrite non ouverte de Noah, un enregistrement audio des véritables remarques d'Émilie, des états financiers et des images fixes des séquences de sécurité de l'hôpital montrant que seuls les grands-parents avaient amené Noah pour des soins d'urgence au cours des 2 dernières années. Le juge entra, un homme noir au visage sévère et sérieux, mais pas hostile. Il ouvrit le dossier, jeta un coup d'œil aux 2 parties et parla d'une voix brève et égale. Il s'agit d'une audience pour la garde du mineur Noah Miller. Père, Jake Miller. Mère, Emily Dawson. Allons-y. L'avocate d'Émilie prit la parole la première, d'une voix sèche et saccadée. Ma cliente a été abandonnée par son ex-mari, un soldat déployé, qui n'a fourni aucun contact ni aucun soutien à leur enfant. Pendant cette période, elle a porté seule tous les fardeaux. Placer temporairement Noah chez ses grands-parents était une solution de dernier recours. Maintenant qu'elle a retrouvé sa stabilité, elle souhaite offrir à son fils un environnement complet et épanouissant. Jake inclina légèrement la tête, les lèvres pincées. Il ne protesta pas, mais Claire resta debout, le regard fixe et imperturbable. Nous ne sommes pas ici pour contester les sentiments. Nous sommes ici pour contester les faits. Elle les a disposés un par un, des lettres manuscrites sans réponse, des notes du pédiatre confirmant l'absence de la mère, un clip enregistré où Émilie faisait référence à son fils comme à un fardeau. À chaque pièce présentée, la salle semblait devenir plus silencieuse, vidée de son. Émilie commença à perdre son sang-froid. Ses lèvres tremblaient. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait un allié, mais le siège à côté d'elle resta vide. « Avez-vous une explication » a demandé le juge. Sa voix n'était pas dure, mais avait juste assez de mordant pour calmer toute la salle d'audience. Émilie inspira profondément et se leva. Sa voix, quittant la défensive, retrouva le ton familier qu'elle employait lors des conférences de presse, calme, poli, maîtrisé. « J'ai tout fait pour mon fils. Personne ne veut voir l'image d'une mère ratée dans les médias. Personne ne veut ouvrir un tabloïd et se voir avec des cernes sous les yeux à côté d'un titre qui dit « Elle a abandonné son enfant chez ses grands-parents pendant qu'elle était partie au spa. » J'ai construit l'image d'une mère forte, non pas pour tromper, mais pour préserver le dernier lambeau de dignité qui me restait. Elle s'arrêta, regarda le juge, puis se tourna vers Jake. Je ne nie pas mes absences. Mais je ne l'ai jamais abandonné. J'étais présente dans les lettres que je n'ai jamais envoyées, dans les vidéos qu'il n'a jamais regardées. J'ai créé une chaîne privée où j'ai enregistré des messages d'anniversaire, des passages de mon journal intime relatant mon parcours de mère, afin qu'un jour, quand il sera assez grand,
il sache que je ne l'ai jamais oublié. L'avocat d'Émilie a fait défiler une vidéo. On y voyait Émilie, le visage nu, assise dans un appartement modeste, les yeux rouges et fatigués, parlant à la caméra. Mon amour, si tu vois ça un jour, j'espère que tu ne penses pas que je t'ai oublié. Je n'ai tout simplement pas eu le courage de t'affronter. Mais chaque jour, je pensais à toi. Et si jamais tu m'en donnes l'occasion, je recommencerai, lentement mais sincèrement. La salle devint silencieuse, non pas parce que les gens étaient submergés par l'émotion, mais parce que pour la première fois, Émilie n'était pas une version d'elle-même filtrée par les médias. Claire resta calme. Elle se releva, cette fois non pas pour présenter de nouvelles preuves, mais pour demander. Si tu as préparé tout ça, pourquoi ne l'as-tu jamais envoyé? Pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité? Pourquoi n'es-tu jamais allé à l'hôpital? Émilie se retourna et, pour la première fois, laissa tomber le masque du contrôle. Parce que j'ai choisi la mauvaise voie pour guérir. J'ai choisi Richard. Jake et le juge s'arrêtèrent un instant, pris au dépourvu. Émilie continua, la voix étranglée. Pourtant, ses yeux ne quittèrent pas Jake. Je n'ai pas épousé Richard pour l'argent. Je l'ai épousé parce qu'il croyait en la version de moi qui avait tourné la page. Je pensais que si quelqu'un me voyait comme une femme forte, j'oublierais peut-être les nuits où je sanglotais près d'un berceau, trop faible pour continuer. J'avais besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer juste pour me pardonner de ne pas avoir pu garder mon fils près de moi. Jake baissa les yeux pour la première fois, ne la voyant plus comme une méchante. Il y avait quelque chose dans sa voix qui ne le mettait plus en colère, juste creux. Claire ouvrit lentement un autre dossier. Votre honneur, nous devons examiner les faits. Bien que la défenderesse parle d'efforts personnels, chaque élément de communication qu'elle a partagé provenait d'une agence de presse appartenant à Richard Dawson. L'objectif était de créer l'image publique d'une mère célibataire prospère, afin de soutenir leur stratégie de marque respective sur le marché de l'investissement immobilier. Ceci n'est pas un journal intime, mais un produit média sélectionné. Elle a montré une autre photo, cette fois une capture d'écran d'un email dans lequel Émilie avait écrit. Je dois me créer un profil de maman à temps plein avant le mariage. Privilégier les photos avec les enfants, surtout si on peut réutiliser d'anciennes photos avec Noah. Cette fois, Émilie ne dit rien. Pas de déni. Mais le feu dans ses yeux s'était éteint. Seul subsistait l'épuisement. Jake ne la regardait plus. Son regard se porta vers la porte de la pièce adjacente où son fils était gardé séparément par un psychologue pour enfants. Le juge posa son menton sur sa main. Au bout d'un moment, il parla doucement. Je ne rendrai pas de décision aujourd'hui. Je prends 3 jours pour examiner en détail tous les documents médiatiques, vérifier les motivations derrière les campagnes d'image et, surtout, entendre directement l'enfant. Pour le plus grand bénéfice de Noah Miller, j'ordonne une séance privée avec le garçon sans la présence des parents ou d'un avocat, et si nécessaire, nous mènerons un dialogue à 3 sous supervision psychologique. Claire hocha légèrement la tête. Jake ne dit rien, mais sa main se serra lentement en poing. Émilie s'assit en silence, sans dispute, sans larmes. Il n'y avait plus rien à cacher. Chaque couche de maquillage avait disparu, tout comme les images soigneusement mises en scène, les récits à moitié vrais et le personnage fabriqué. L'audience fut ajournée. Personne ne bougea immédiatement. L'air était si lourd que personne ne pouvait respirer profondément. À la sortie du tribunal, Émilie se précipita à la poursuite de Jake, la voix presque suppliante. « Tu ne peux pas me l'enlever. » Jake se retourna. Son regard n'était plus aussi doux qu'avant. « Tu es sa mère, mais c'est moi qui n'ai pas passé un seul jour loin de lui depuis mon retour. » Émilie ne dit rien. Elle resta figée tandis que Jake et Claire s'éloignaient, comme si elle réalisait que ce combat n'était plus une question d'image, mais de vérité. Ce soir-là, Jake alluma la télévision pour aider Noah à s'endormir. Soudain, un journal télévisé en direct diffusa une vidéo d'Émilie en larmes faisant une déclaration publique. « Mon ex-mari essaie de détruire ma vie, et je ne le laisserai pas me prendre mon enfant. » Jake éteignit doucement la télévision. Noah demanda d'une voix douce et triste, « Papa, si je ne choisis personne, est-ce que quelqu'un me choisira ?» Jake serra plus fort la main de son fils, mais il ne trouva pas de réponse. Le petit bureau du cabinet de Claire était inondé par le soleil de midi, mais le visage de Jake restait tendu. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, projetant une lueur dorée pâle sur le bureau, directement sur le dossier que Claire venait de recevoir d'une source anonyme. Elle le lui glissa sans un mot, le regardant simplement comme pour lui dire
je sais que tu n'es pas prêt, mais tu dois voir ça. » Jake ouvrit le dossier et feuilleta les pages une à une. Chaque feuille était blanche et nette, mais son contenu vidait peu à peu son visage de sa couleur. Tout commença par un contrat financier entre Emily et une agence de relations publiques-privées, signé 6 mois avant le mariage. La première clause était en gras, construire l'image d'une mère célibataire dévouée tout en occultant complètement la présence du père dans les médias. 6 juin se trouvaient des courriels internes échangés entre Emily et un responsable des médias de la station de radiodiffusion où elle avait récemment donné une interview, dans laquelle elle parlait d'élever son fils seul pendant 8 ans. Jake leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, non pas de surprise, mais d'une amère incrédulité. Il avait un jour tenté de se convaincre qu'elle était simplement dépassée, qu'elle avait peut-être trébuché sous la pression. Mais ce qui l'attendait n'était pas un faux pas, c'était une stratégie. Claire resta silencieuse. Elle ouvrit son ordinateur portable et lança une vidéo jamais rendue publique, des images prises dans un couloir d'hôpital 2 ans plus tôt. L'écran s'illumina. Jake semblait débraillé, son uniforme encore maculé de boue, tout juste arrivé de sa base en Europe. Il se tenait devant les urgences de Noah, une pile de dossiers médicaux à la main, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son corps. Mais ce qui le brisa survint quelques instants plus tard. Emily entra dans le champ. Elle portait un manteau sombre, un téléphone à la main. Elle le vit à quelques mètres d'elle, mais ne s'arrêta pas. Elle ne demanda pas comment allait leur fils. Elle ne s'approcha pas. Elle se retourna, sortit son téléphone et s'éloigna dans le couloir sans un mot. Claire ferma l'ordinateur. Elle ne regarda pas Jake immédiatement, se contentant d'expirer doucement. « Tu n'avais pas disparu. Tu es revenu, mais elle ne t'a pas laissé exister. » Jake se renversa dans son fauteuil, les poings serrés, puis les desserrèrent et les resserrèrent lentement, silencieux. Pendant longtemps, il avait cru que ces 2 ans d'absence l'avaient disqualifié pour être père. Mais maintenant, il voyait la vérité. Durant ces 2 années, Noah était avec ses grands-parents, tandis que sa mère était occupée à fabriquer une nouvelle version de la réalité. Et Jake, l'homme qui avait autrefois pensé que le silence était le moyen le plus sûr de protéger son enfant, était en train d'être légalement effacé de la vie du garçon. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un hôtel de luxe, Emily était assise avec son avocat. Les robes élégantes et le maquillage impeccable avaient disparu. Son visage trahissait une fatigue crue, avec de légers cernes sous les yeux et des cheveux tirés en une queue de cheval négligée. Richard avait coupé le contact et l'opinion publique en ligne avait commencé à changer d'avis. Si c'est une si bonne mère, pourquoi n'a-t-elle pas ouvert la lettre de son fils? Pourquoi n'y a-t-il aucune photo d'elle emmenant l'enfant à l'hôpital pendant ces 2 années? Alors, qui a vraiment élevé Noah alors qu'elle prétendait le faire seule? Son avocate jeta un coup d'œil aux gros titres, la plupart tirés discrètement de sites d'information. Elle parlait à voix basse. Si nous ne rétablissons pas rapidement son image, le risque de perdre la garde de l'enfant est extrêmement élevé. Ce juge est méticuleux, et Claire n'est pas quelqu'un qu'on bat facilement. Emily serrait son verre fermement. Sa vision commençait à se brouiller. Elle ne protesta pas. Elle n'avait plus la force de se défendre. Pour la première fois, elle murmura plus profondément que quiconque, « Je ne déteste pas mon fils. Mais chaque fois que je le vois, je me souviens des années où nous n'avions rien. Les nuits blanches. Personne à mes côtés. Jake était parti. Pas d'appel, pas de lettre. Et moi, je devais être forte pour survivre. Si je m'effondrais, qui prendrait soin de lui? Si je pleurais, qui essuierait mes larmes? » Son avocat hocha simplement la tête et détourna le regard. L'histoire d'Emily n'était plus une campagne médiatique. C'était désormais l'histoire d'une mère blessée par le passé, devenue une étrangère. Emily était assise en silence sur le canapé. Richard ne l'avait pas contactée depuis le jour où il avait quitté la salle d'audience sans un mot. Et sur les réseaux sociaux, l'opinion publique avait commencé à évoluer. Si elle était une bonne mère, pourquoi n'a-t-elle pas ouvert la lettre de son fils? Pourquoi n'y a-t-il aucune photo d'elle l'emmenant à l'hôpital ces 2 dernières années? Qui a vraiment élevé Noah pendant qu'elle se forgeait une image de mère forte? Emily se recroquevilla sur elle-même comme pour se protéger des mots, même s'il n'était que du texte sur un écran. Mais ce qui la bouleversa, ce ne fut pas la réaction en ligne. Ce furent les yeux de Noah dans cette vieille vidéo, des yeux tristes, calmes et terriblement distants. Son avocate parla doucement, presque à contre-cœur. Si nous ne réagissons pas rapidement, le risque de perdre la garde est quasi certain. Ce juge est extrêmement pragmatique.
Claire gagne grâce aux preuves, pas aux larmes. Émilie ne répondit pas. Elle fixait un endroit par la fenêtre, perdue dans sa propre tempête. Puis, comme si elle ne parlait qu'à elle-même, elle murmura « Je pensais qu'épouser quelqu'un comme Richard était la solution. Il avait de l'argent, de la stabilité, un statut. Je croyais qu'en devenant sa femme, mon fils ne serait pas méprisé. Il irait dans une bonne école, vivrait dans une belle maison. Je pensais que c'était la seule façon pour mon enfant de garder la tête haute dans ce monde. » Elle déglutit difficilement, serrant le verre d'eau froide dans ses mains. Mais j'avais tort. Noah n'avait pas besoin d'une mère applaudie par toute la ville. Il avait juste besoin que je sois à ses côtés quand il était malade, que je l'écoute parler de ses dessins, que je lui réponde quand il demandait pourquoi son père n'était pas là. Et je pensais que si je réussissais, il me pardonnerait de lui-même. Si je brillais suffisamment, il cesserait de se sentir abandonné. Émilie releva lentement la tête. Les larmes ne coulaient pas, mais ses yeux s'étaient éteints, comme s'il n'avait plus la force de lutter. Je pensais qu'aimer un enfant signifiait lui assurer un avenir épanoui. Mais finalement, je l'ai élevé sans jamais lui révéler qui était vraiment sa mère. Je lui ai tout donné, sauf la seule chose dont il avait vraiment besoin, moi. L'avocat n'a rien dit. Pas d'argument, pas de conseil. Parce qu'à ce moment-là, Émilie n'avait pas besoin d'être défendue. Elle devait arrêter de faire semblant. Après tous les rôles qu'elle avait joués à la perfection, il ne restait plus qu'une mère assise dans une pièce froide face à une vérité qui ne pouvait être mise en scène. Elle avait quitté la vie de son fils au moment même où il avait le plus besoin d'elle. Et maintenant, ce n'était plus les médias. Ce n'était plus le public. C'était le garçon lui-même, Noah, qui déciderait si elle avait encore une place dans son monde. 3 jours plus tard, nouvelle audience. La salle d'audience du 3e étage rouvrit. L'air était plus froid qu'avant. Les dossiers étaient plus denses, et la lumière blanche et crue éclairait des visages non plus crispés par la nervosité, mais silencieux, presque obsédants. Et cette fois, quelqu'un d'inattendu s'est présenté. Richard Dawson. Il n'est pas venu avec Émilie. Il ne s'est pas assis à côté d'elle. Il a choisi un siège au dernier rang, seul et silencieux. Sa cravate bleu pâle pendait légèrement de travers et l'insomnie dans ses yeux était indéniable. On aurait dit qu'il avait passé une nuit plus longue que tous les autres dans la pièce. Avant même que le juge puisse ouvrir le dossier, Richard se leva. Sa voix était basse mais assurée. « Votre honneur, je demande la permission de témoigner. » La salle d'audience s'agita. Le juge leva les yeux. Les 2 avocats échangèrent un regard. Le juge hocha lentement la tête. Richard s'avança au centre de la salle d'audience. Il ne regarda ni Émilie ni Jake. Il commença à parler. « J'ai longtemps cru qu'Émilie était une mère dévouée, la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Ces 2 dernières années, j'ai investi mon argent, mon temps et même ma réputation pour l'aider à reconstruire sa vie après son précédent mariage. Je ne suis pas quelqu'un de facilement manipulable. Mais je l'ai cru. » Il marqua une pause. Sa voix baissa légèrement, devenant rauque. « Mais la veille de l'audience, j'ai reçu une lettre de son propre fils, Noah. Pas de presse, pas d'intermédiaire, juste une simple enveloppe jaune glissée sous ma porte. Dans cette lettre, le garçon écrivait « Je ne veux pas que quelqu'un soit détesté simplement parce qu'il a dit la vérité. Mais si tu es un homme bien, tu comprendras pourquoi je n'ai pas choisi maman. J'ai besoin de quelqu'un qui soit là, pas de quelqu'un qui apparaît à la télé et disparaît ensuite. » Richard resta silencieux quelques secondes. Il tenait cette même lettre, maintenant froissée au coin à force de la serrer trop fort. L'atmosphère dans la salle d'audience devint dense, comme si chacun retenait son souffle. Il leva les yeux fixés sur le juge. « Après avoir lu la lettre de Noah, j'ai parcouru tous les dossiers de relations publiques d'Émilie. Dans le système, il y avait une vidéo inédite, des images de la caméra de sécurité de l'hôpital enregistrées il y a 2 ans. » Il déglutit difficilement. Sa voix devint lourde. Sur cette vidéo, il y avait Jake. Il était en uniforme. Ses cheveux étaient en bataille. Il se tenait devant les urgences, la panique dans le regard. Pas de caméra, pas de médias, juste un père terrifié à l'idée de perdre son fils. En bas, Jake baissa la tête, les mains fermement serrées sur ses genoux. Puis Émilie apparut. Elle s'arrêta en voyant Jake, mais ne courut pas vers lui. Elle ne demanda pas de nouvelles de son fils. Elle se détourna, non pas par colère,
mais parce que quelqu'un l'avait appelé et murmura au téléphone, « Ne dites à personne qu'il est revenu ». L'atmosphère changea. Les personnes présentes dans la salle d'audience se tournèrent vers Émilie. Leurs expressions ne trahissaient plus la sympathie, seulement la froideur. Richard prit une grande inspiration et continua. « J'avoue avoir aidé Émilie à se forger cette image, celle d'une mère célibataire forte, altruiste, qui vivait pour son enfant. Je la croyais. Je l'aimais. Mais j'ai été trompé. Et si je me tais aujourd'hui, je ne trahis pas seulement la justice, je trahis cet enfant. » Jake se redressa brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque Claire ouvrit son ordinateur portable et lança la vidéo, là, dans la salle d'audience. Bien que le son fût faible, les images étaient claires. Jake, tremblant devant les urgences, et Émilie, en le voyant, se détournant aussitôt, téléphone à l'oreille, prononçant ces mots avec émotion. Jake serra la mâchoire, agrippant le bord du banc si fort que ses jointures devinrent blanches. Claire se pencha plus près, murmurant avec une frustration contenue, « Maintenant, tout est à l'air libre. » Le juge leva la main, leur faisant signe de marquer une pause. Il griffonna rapidement quelque chose dans le dossier. Émilie était stupéfaite. Elle se tourna vers Richard, les yeux écarquillés, la voix tremblante. « Toi aussi, tu me tournes le dos. » Richard ne répondit pas immédiatement. Il regarda Jake et Noah. Le garçon était assis tranquillement à côté de son père, dessinant sur le bord d'un carnet usé, un croquis au crayon représentant une maison, un père et, au centre, un espace blanc. Richard soupira, puis dit lentement, « Je ne te tourne pas le dos, mais je ne peux plus tourner le dos à ce garçon. » Le silence se fit dans la pièce. Personne ne bougea. Personne n'osa même respirer. Le juge posa son stylo, puis leva les yeux. « Sur la base des documents soumis, du témoignage qui vient d'être présenté et des circonstances actuelles, je rendrai une décision définitive la semaine prochaine. Mais avant cela, je souhaite entendre directement l'enfant. Je demande une audience privée avec Noah Miller. » Ni les parents, ni les avocats, ni les médias. Jake prit doucement la main de son fils. Le garçon leva les yeux vers lui. Il n'y avait aucune peur, aucune amertume dans ses yeux, seulement la lassitude silencieuse d'un enfant qui a entendu trop d'adultes parler pour lui. « Je dirai la vérité, » dit Noah doucement. « Parce que je ne veux plus faire de mal à personne. » Jake hocha la tête. Ses yeux étaient rouges, mais il retint ses larmes. Personne d'autre n'a parlé. La dernière image de l'audience de ce jour-là était celle de Noah franchissant la porte de la chambre privée. Elle se referma doucement derrière lui, mais le son résonna comme le dernier point d'une longue série de mensonges. Dehors, Jake, Claire, Richard et Émilie restaient immobiles. Personne ne pouvait deviner ce que le garçon allait dire. Mais cette fois, tout le monde savait, ses propos étaient inviolables. Ils ne pouvaient être déformés par les médias. Et personne ne pouvait empêcher la vérité si l'enfant choisissait de la dire lui-même. La lourde porte de la chambre privée se ferma avec un clic silencieux. Le juge LD retira ses lunettes et étudia le garçon assis en face de lui. Noé, petit et silencieux, serrant son carnet de croquis comme un bouclier. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» demanda doucement le juge. « Décidez avec qui je vais rester » répondit Noah, avant d'hésiter. « Mais si je choisis, l'autre sera-t-il triste ?» Le juge hocha la tête d'un air pensif. « Triste ne veut pas dire en colère. Et la vérité ne rend pas toujours les gens heureux, mais elle les libère. » Noé lui montra un dessin, une maison avec son père et lui-même, et sa mère vaguement dessinée derrière une clôture. « Je ne la déteste pas, dit-il. Mais je ne sais pas qui elle est. » Il se souvenait de son parfum et de ses talons, mais pas de sa présence lorsqu'il était malade ou effrayé. Ses souvenirs appartenaient à son père, à sa grand-mère et à un lecteur de cassettes qui l'endormait en chantant. Interrogé sur Jake, Noah a répondu « Il garde la meilleure partie du repas pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas sur mes photos de luxe, mais il est sur toutes les miennes. » Retenant ses larmes, il a ajouté « Je veux juste que quelqu'un me choisisse en premier, même si je ne suis pas facile. » Le juge lui tendit un mouchoir. « Tu n'as pas pris parti, Noah. Tu as choisi le bien. » Avant de partir, Noah demanda « Puis-je aussi inviter Monsieur Richard ?» Je crois qu'il a été tenu dans l'ignorance, tout comme moi. Dans le couloir, Jake serrait son fils fort dans ses bras. Il ne demandait pas ce qui se disait. Il le tenait simplement dans ses bras. Richard regardait en silence. Émilie ne bougea pas. Elle tremblait pour une fois,
sans nier la réalité, réalisant enfin que la douleur la plus profonde n'est pas le rejet, mais le fait de ne plus avoir le droit d'être choisi. Ce matin-là, sous une pluie fine, la salle d'audience s'ouvrit à nouveau. Jake était assis avec Noah et Claire. Emily arriva seule. Pas d'avocat, pas de défense, juste une mère attendant son jugement. Le juge Eldé, calme et lucide, a statué en faveur de la garde exclusive de Jake. Emily bénéficierait de visites surveillées 2 fois par mois, réexaminées après 6 mois. Emily se leva et murmura « Merci de me donner encore une chance ». Noé lui a donné un nouveau dessin. Elle était plus proche sur celui-ci, mais toujours sans couleur. « Je ne sais pas encore de quelle couleur tu es, dit-il. Les larmes coulèrent enfin lorsqu'Emily admit « Je t'aimais ». Juste, dans le mauvais sens. Plus tard, Richard lui dit doucement « Si tu veux tout recommencer, ne commence pas par ton image. Commence par ton cœur. » Elle répondit « Je t'ai choisi. Je pensais qu'un père riche était synonyme d'une vie meilleure. Mais j'avais oublié que ce dont un enfant a vraiment besoin, c'est de quelqu'un qui l'entende pleurer. » 1 mois plus tard, Jake et Noah s'installèrent dans leur paisible maison en bois. De vieilles photos de famille étaient de retour au mur. Noah, reprenant le dessin, montra à son père une photo de 3, cette fois, sa mère n'était ni délavée ni raturée. Elle se tenait immobile, vêtue d'une robe bleu clair, la main presque tendue. Elle réapprend à se colorer, dit Noah. Pas la maman de la télé. Juste maman. Jake hocha doucement la tête, se rappelant les paroles de Claire. Tout le monde mérite d'apprendre s'il a le courage de partir de ses erreurs. Lorsque Noah demanda s'ils ouvriraient la porte si elle revenait, Jake répondit, je ne peux pas garantir qu'on ouvrira, mais je promets de ne plus la verrouiller. 3 coups discrets frappèrent à la porte. Jake ouvrit, mais ce n'était pas Emily. C'était Richard, portant une boîte contenant l'ancien journal d'Emily, la lettre non envoyée de Noah, ainsi qu'une photo recadrée de son 6e anniversaire. Elle apprend encore, expliqua Richard. Certaines portes ne s'ouvrent que de l'intérieur. Ce soir-là, Jake posa la boîte sur une étagère à côté de la photo de famille. Noah, endormi, serré contre lui l'ours en peluche offert par Richard. La brise nocturne qui traversait le porche n'apportait pas des souvenirs du passé, mais la douce fragrance d'un véritable commencement. Dans la vie, tous ceux qui partent ne le font pas parce qu'ils ont cessé d'aimer. Et ceux qui restent ne savent pas toujours vraiment aimer. L'histoire d'aujourd'hui ne parle pas seulement d'un soldat ou d'un enfant. Elle nous invite tous, parents, à ne pas attendre que nos enfants se taisent pour enfin commencer à les écouter. Certaines erreurs sont irréparables, mais la vérité et l'amour peuvent rouvrir une porte que l'on croyait fermée à jamais. Et vous? Si vous étiez au cœur de cette histoire, ouvririez-vous la porte ou la garderiez-vous fermée? Pensez-vous que quelqu'un qui a blessé votre enfant mérite une seconde chance pour réparer ses torts? Laissez-moi vos impressions en commentaire. J'ai vraiment envie de vous lire et de comprendre ce que cette histoire a éveillé en vous. Et vous, comment allez-vous? Quelle est votre humeur, votre état de santé ces derniers temps? Ne vous contentez pas de regarder la vidéo, prenez aussi soin de vous. Je suis toujours là pour vous écouter, partager, et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin.